Le silence est tombé dans la salle du conseil avant même que le président ne referme le dossier. Personne n'osait me regarder, pas par honte, par peur. Puis il a levé les yeux vers moi, avec un calme presque élégant. Camille Moreau. Après examen des éléments réunis, le conseil d'administration vous tient pour seul responsable des détournements découverts au sein du groupe Delcourt. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Les mots étaient clairs. Ils étaient simplement impossibles. Autour de la longue table en chêne massif, des hommes et des femmes que je côtoyais depuis 15 ans évitaient mon regard. Certains jouaient nerveusement avec leurs stylos, d'autres fixèrent les baies vitrées donnant sur les quais de Bordeaux, comme si la Garonne pouvait leur offrir une excuse. Je connaissais chacun d'entre eux. Je savais lesquels arrivaient toujours 10 minutes en avance, lesquels oublièrent les anniversaires, lesquels trichaient sur leurs notes de frais. Et pourtant, aucun ne prononça un mot. Je compris alors que tout avait été décidé bien avant cette réunion. Je n'étais pas convoquée pour m'expliquer. J'étais convoquée pour disparaître. Le président glissa vers moi une chemise rouge. Votre licenciement prend effet. Immédiatement. Je ne tendis même pas la main. Je regardais simplement le logo gravé sur la couverture, le même emblème, que j'avais défendu pendant 15 années. Une couronne, entourant les initiales D combien. De nuits avais-je passé à sauver cette entreprise de ses propres erreurs? Combien de week-ends avais-je sacrifié pour que les banques continuent de lui faire confiance? Combien de fois avais-je couvert des crises sans jamais réclamer le moindre remerciement? Tout cela venait d'être effacé par une seule phrase. Responsable de la fraude. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Un message. Je n'osais pas le regarder. Pas encore. Le président reprit d'une voix parfaitement maîtrisée. Les autorités ont déjà été informées. Cette fois, plusieurs membres du conseil baissèrent les yeux. Ils savaient tous et ils acceptaient malgré tout de me livrer. Je me levai lentement. Aucun éclat de voix, aucune colère. Seulement cette étrange sensation que quelque chose depuis longtemps ne tournait plus rond. Je ramassai mon manteau, puis je regardais chacun d'eux, longuement. Je voulais graver leur visage dans ma mémoire. Parce qu'un jour, je me promettais de revenir. Pas pour me venger, pour que la vérité prononce leur nom à ma place. En quittant la salle, personne ne me retint. Dans l'ascenseur, mes mains commencèrent enfin à trembler. Les portes se refermèrent. Je sortis mon téléphone. Le message provenait d'un numéro inconnu. Une seule phrase. « Ne rentrez pas chez vous. Ils sont déjà passés. » Mon cœur se serra. Je composai immédiatement mon propre numéro de téléphone fixe. Aucune réponse. J'appelai ensuite mon voisin. Il décrocha presque aussitôt. Sa voix était hésitante. « Camille, je ne savais pas comment te prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé? » Un silence. Puis il souffla. « Des policiers sont venus avec plusieurs personnes de l'entreprise. Ils ont emporté des cartons entiers. » Je fermai les yeux. Ils ne perdaient pas une minute. Ils nettoyaient déjà tout ce qui pouvait encore me défendre. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, une forêt de micros m'attendait dans le hall. Les journalistes s'avancèrent en courant. « Madame Moreau, avez-vous détourné plus de 12 millions d'euros? Pourquoi avoir trahi la famille Delcourt? Regrettez-vous vos actes? » Je restais immobile. 12 millions. Je n'avais jamais entendu ce chiffre. Ils avaient déjà construit toute l'histoire. Je n'étais plus une femme. J'étais devenue leur coupable idéal. Je traversais la foule sans répondre. Les flashs crépitaient. Je montais dans un taxi. Le chauffeur me reconnut immédiatement. Grâce aux notifications qui défilaient sur son téléphone fixé au tableau de bord, il hésita quelques secondes. Puis, il me demanda poliment « Vous allez où, madame ?» Je restais silencieuse. Je n'avais plus de maison où rentrer. Le trajet se termina devant un petit hôtel discret près de la gare, Saint-Jean. Je payais en espèces, par réflexe comme si quelqu'un observait chacun de mes mouvements. Dans la chambre, j'allumai enfin la télévision. Toutes les chaînes diffusaient la même image. La mienne, une photo prise lors d'une conférence financière. Mon visage apparaissait sous un bandeau rouge. La directrice financière au cœur d'une fraude historique. Je coupai immédiatement le son. Quelques minutes plus tard, mon téléphone recommença à vibrer. Cette fois, ce n'était plus un inconnu,
C'était ma sœur. Je décrochai. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sa voix tremblait. Je répondis sans réfléchir. « Tu me connais depuis 39 ans. Est-ce que tu crois vraiment que j'aurais fait ça? » Elle ne répondit pas tout de suite, et ce silence me fit plus mal que n'importe quelle accusation. Je ne sais plus quoi penser. Camille. La ligne fut coupée. Je restai longtemps assise au bord du lit. Je venais de perdre quelque chose de plus précieux que mon emploi. Le doute de ceux qui m'aimaient. Le lendemain matin, mon avocat m'attendait dans un café à quelques rues du tribunal judiciaire. Il avait le visage fermé. Ils ont préparé ça depuis des mois. Comment peux-tu en être certain? Il posa plusieurs documents devant moi. Des relevés, bancaires, des signatures, des virements. Tout semblait prouver ma culpabilité. Même ma signature figurait sur plusieurs autorisations. Je les observais attentivement, puis je relevai la tête. Ce n'est pas mon écriture. Il hocha lentement la tête. Je le sais. Alors pourquoi personne ne le voit? Il soupira. Parce que tout le monde regarde les chiffres. Personne ne regarde les détails. Je compris alors ce qui me sauvait peut-être. Les détails. Depuis toujours, j'avais une habitude que beaucoup trouvaient ridicule. Je conservais tout, chaque version d'un contrat, chaque brouillon, chaque courrier électronique, important, chaque validation, chaque échange sensible. Non, pas par méfiance, par discipline. Quelques semaines avant mon licenciement, certaines opérations m'avaient intrigué, des virements parfaitement légaux en apparence, mais toujours validés quelques minutes après la fermeture des bureaux, toujours depuis des postes différents, toujours avec des montants suffisamment faibles pour passer sous certains contrôles. Automatique. Quelque chose n'était pas logique. Alors j'avais commencé à archiver discrètement certains documents sur un support personnel sans prévenir personne. Je pensais simplement vérifier une anomalie. Je ne savais pas que j'étais en train de sauver ma propre vie. Mon avocat me regarda attentivement. « Dis-moi que tu as encore ces copies. » Je restais silencieuse, parce qu'au même instant, je repensais à un détail oublié. 3 semaines avant mon licenciement, j'avais reçu un appel étrange. Un ancien responsable informatique du groupe. Il avait quitté l'entreprise depuis plus de 10 ans. Il m'avait seulement dit « Si un jour il te désigne comme responsable, cherche le dossier appelé Hiver 2004. N'en parle à personne. À l'époque, je n'avais rien compris. Aujourd'hui, cette phrase résonnait différemment. Hiver 2004. Ce n'était pas un nom de projet. C'était un avertissement. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, je compris que la fraude dont on m'accusait n'était peut-être que le rideau derrière lequel la famille Delcourt cachait un secret beaucoup plus ancien, bien plus dangereux. Je sortis du café sans même finir mon expresso. Le dossier Hiver 2004 tournait dans ma tête comme une mélodie dont on ne retrouve plus la fin. Plus j'y pensais, plus un souvenir revenait avec une précision troublante. L'ancien responsable informatique ne m'avait pas seulement parlé de ce nom. Avant de raccrocher, il avait ajouté une phrase que j'avais prise pour une plaisanterie. « Si tu découvres ce qu'il contient, tu comprendras pourquoi certains sont prêts à sacrifier n'importe qui pour protéger leur nom. » À l'époque, cela ne signifiait rien. Maintenant, cela expliquait presque tout. Je retrouvais mon avocat devant le palais de justice. Il s'appelait Nicolas Garnier, 48 ans. Ancien magistrat devenu avocat en droit pénal des affaires. D'un calme presque déconcertant, il avait la réputation de ne jamais promettre une victoire qu'il n'était pas capable d'obtenir. Je lui racontai l'appel. Il resta silencieux quelques secondes. Pourquoi ne m'en avoir jamais parlé? Parce que je pensais que c'était un ancien salarié amer. Il secoua doucement la tête. Les employés amers racontent souvent des mensonges, mais parfois, ils racontent simplement la vérité trop tôt. Nous décidâmes de retourner dans les bureaux du groupe Delcourt. Pas officiellement. Mon badge avait été désactivé, mais une partie des archives numériques m'était encore accessible depuis une plateforme externe destinée aux audits. Je l'avais utilisée pendant des années pour préparer les clôtures comptables. Dans un espace de coworking discret, j'ouvris mon ordinateur portable. Mon mot de passe fonctionnait encore. Je retins mon souffle. Ils avaient oublié ce point d'accès. Je parcourus les dossiers. Comptabilité audit. Fiscalité,
filiale, rien. Puis je remarquais un répertoire presque vide, archives techniques. Je cliquais, aucun fichier, seulement des dossiers portant des dates. Et enfin, je l'ouvris. Vide ou presque. Au fond apparaissait un fichier supprimé dont le nom n'était plus lisible. Je connaissais suffisamment les systèmes d'archivage pour savoir qu'un document effacé n'était pas toujours réellement disparu. Je lançai une récupération. Une barre de progression apparut. 3%. 7.12. Mon téléphone sonna brutalement. Numéro masqué. Je décrochai. Personne ne parlait. Puis une voix grave souffla lentement. « Arrêtez maintenant. » Je ne répondis pas. « Vous cherchez au mauvais endroit. » Toujours le silence de mon côté. Alors la voix reprit. « Vous pensez que les Delcourt vous ont choisi par hasard? » La communication fut coupée. Je regardais Nicolas. Il avait entendu une partie de la conversation. Ils savent. Je hochai la tête. Oui. Mais ils ignorent ce que j'ai déjà trouvé. Quelques secondes plus tard, le fichier restauré apparut enfin. Son nom était incomplet. HIV 2004. Cohenf, je l'ouvris. À l'intérieur ne se trouvait aucun bilan, aucune facture. Seulement le procès-verbal numérisé d'une réunion datant de décembre 2004. Les participants étaient peu nombreux. Le fondateur historique du groupe, son épouse, 2 administrateurs et un notaire. Pourquoi un notaire assistait-il à une réunion financière? Je parcourus les premières lignes. Puis je m'arrêtai net. Il n'était pas question d'argent, il était question d'un enfant. Je relus plusieurs fois la phrase. Afin d'éviter un scandale susceptible de compromettre la succession familiale, les parties conviennent. Je sentis ma respiration ralentir. Succession, pas comptabilité. Succession. Le reste du document était partiellement corrompu. Mais un détail était parfaitement lisible. Une somme, 2 millions d'euros, versée contre une renonciation définitive. Nicolas, il leva les yeux. Je lui tendis l'écran. Son visage changea immédiatement. Ce n'est pas une fraude financière. Non, c'est un accord de famille. Je continuais à faire défiler les pages. À la fin figurait une signature. Pas celle du fondateur. Pas celle du notaire. Une autre, un nom totalement inconnu. Élise Valmont. Aucun membre de la famille Delcourt ne portait ce nom. Alors pourquoi son accord avait-il coûté 2 millions d'euros? Avant que nous puissions approfondir, l'écran devint noir. Tous les fichiers disparurent. Quelqu'un venait de prendre le contrôle à distance de mon ordinateur. Une fenêtre s'afficha. Accès suspendu. Puis tout s'éteignit. Je restai figé. Ils venèrent de comprendre que leur ancien dossier venait d'être rouvert. À peine 5 minutes plus tard, Nicolas reçut un appel. Il répondit brièvement. Son expression se durcit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il raccrocha lentement. « Le parquet vient d'ouvrir officiellement une information judiciaire contre toi. » Je baissai les yeux. Ils accéléraient. Chaque fois que je m'approchais de la vérité, ils créaient une nouvelle urgence pour m'empêcher d'avancer. Nous quittâmes le coworking sans échanger un mot. En sortant dans la rue, je remarquai immédiatement une berline noire stationnée de l'autre côté. Vitres teintées, moteur allumé. Le véhicule démarra au même moment que nous. « Ne te retourne pas », murmura Nicolas. Je n'obéis pas. Le rétroviseur d'une voiture garée me suffit. Il nous suivait. Nous marchâmes plusieurs rues avant d'entrer dans une librairie. Le véhicule continua sa route, ou du moins, c'est ce que nous crûmes. Une femme d'une 60aine d'années s'approcha discrètement de moi entre 2 rayonnages. Élégante, manteau beige. Cheveux argentés soigneusement relevés, elle glissa une enveloppe dans ma main. « Vous êtes Camille Moreau ?» Je la regardai, méfiante. « Qui êtes-vous » Elle esquissa un sourire triste. « Une personne qui attend ce moment depuis 22 ans. » Avant que je puisse poser une autre question, elle s'éloigna vers la sortie et disparut dans la foule. Je restai quelques secondes immobile. Puis j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie ancienne. On y voyait le patriarche Delcourt, beaucoup plus jeune. À ses côtés se tenait une femme que je ne connaissais pas. Dans ses bras, un petit garçon d'environ 3 ans.
Au dos de la photo, une phrase avait été écrite à la main. Ils ont effacé son nom, pas son existence. Sous cette phrase figurait une adresse. Une petite commune près de Limoges, et un prénom, Élise, le même prénom que celui inscrit au bas du mystérieux accord de 2004. Je compris alors que le véritable scandale n'avait jamais concerné les comptes de l'entreprise. Quelqu'un avait payé des millions d'euros pour faire disparaître une personne de l'histoire officielle de la famille Delcourt. Et si cette personne existait encore, alors tout l'héritage, toutes les parts du groupe et toutes les alliances construites depuis 20 ans pouvaient s'effondrer en une seule décision de justice.